Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission dédiée à la bande dessinée sous toutes ses formes et dans tous les genres. Vous écoutez le Bashicast. Ça y est, nous y est. Quoi? Nous y est. Ça y est, nous y est. C'est décembre et donc bientôt Noël. Tous les regards sont tournés vers le calendrier, le réveillon du 24 et les cadeaux à glisser sous le sapin. Le stress monte avec les cadeaux qui risquent de ne pas plaire. Oh. Encore une laisse? Et non, c'est un collier, chérie. Mais c'est beaucoup trop luxueux pour un chien. Non, c'est pour toi, c'est pas pour le chien, c'est pour toi. Pas d'inquiétude, il n'y aura point ici de collier ni pour vous ni pour le chien, mais de la bonne BD grâce à la deuxième partie des coups de cœur des libraires pour cette année 2023. Quand on a finalement arrêté le sujet, je me suis dit « Ah, Soul !» Ce n'était pas évident. Mais ce n'était pas évident, car 2023 fut une année riche en pépites, ce qui nous a grandement compliqué la tâche. Hier encore, nous hésitions sur le classement définitif, mais il a bien fallu arrêter notre choix. Presque même la mort dans l'âme pour certains. Le mois dernier, vous avez pu entendre la sélection de Philippe, Thomas et Yann, et cette fois-ci, ce sont vos serviteurs qui s'y collent. Pour le premier, si Roger Jean Page était à la beauté ce qu'est le David de Michel-Ange, soyez certain qu'à l'inverse, les choix de ce libraire sont au mauvais goût ce qu'est le slip de bain de Borat, une ode à la vulgarité. Bonjour Fred. Salut Lolo. Pour le second, c'est différent. Je m'en doutais. Pour le second, c'est différent. Moi non plus, j'ai fait genre... j'ai retenu que le négatif. Ouais, faut aller goûter le podcast, les gars. Il aimerait évoluer dans les sphères pseudo-intellectuelles, être en phase numérique avec son époque. Ça parle de moi, là. Il a donc voulu devenir le Zuckerberg des community managers qui suit la hype des réseaux sociaux comme un tic accroché à Finalement, Ok. Là, je me disais, tu dis un peu de bien de moi pour une fois, mais... finalement c'est un gars à peine plus utile que l'Excalibur dans Soul Eater. Bonjour Max, ma Bonjour, petite Laurent. Wi-Fi. Belle ref. Bon voilà les gars. Voilà les gars, c'est parti pour le top 3 de vos coups de cœur de cette année 2023. On l'a dit, hein, c'est toujours un exercice compliqué. Alors qui veut commencer par parler de son top 3 ? On va commencer par le troisième, puis aller au deuxième, et enfin finir par le top, le titre que vous avez préféré de l'année. Top du top. Le top du top. Allez, j'y vais. T'y vas ? Et alors quel est ton titre Maxou ? J'ai choisi L'homme gêné de Mathieu Chiara, qui est sorti en août chez Lagrume. Donc ça raconte l'histoire de Vincent qui vit seul dans son appartement, célibataire endurci. Il procrastine, il tourne en rond dans son appart, il sait pas quoi faire. Il regarde des chats errants, il s'ennuie. Et un jour, son quotidien est chamboulé par la venue de Julia, la girl next door. Une fille cool, une fille agréable, une fille sociale, voilà, qui a une vie débordante. Et À l'inverse de lui, à l'inverse de lui. qui lui vit enfermé le gars quand même. Et en fait, il va développer un crush pour elle. Et il va essayer de se rencarder, il va essayer de la séduire, d'obtenir un rendez-vous. Et c'est tout le sujet de l'album, c'est ce qui va rythmer l'album. Un super album de 88 pages quand même, en noir et blanc, dans la ligne des éditions indé classiques. Format à l'italienne. Format à l'italienne, ouais, effectivement, c'est bien de le souligner. C'est une œuvre que j'ai adorée, qui m'a, à sa lecture, chamboulé. Moi Alors, aussi. Je veux pas, voilà, ça commence très bien, c'est mignon au début. Pour pas spoiler l'œuvre, j'irai pas plus loin, mais ça reste une œuvre qui m'a marqué, notamment par sa fin. Oui. Et On dira pas davantage, mais oui. Et c'est aussi une œuvre qui m'a marqué par sa caractérisation, des personnages qui sont hyper atypiques et pourtant qui font vrai, quoi. Et voilà, c'est le genre d'œuvre en indé que j'aime beaucoup, qui travaille plus sur les émotions, sur les personnages, que sur une histoire bien ficelée. Là, au final, il se passe pas grand-chose. Non, c'est le quotidien de cet homme. C'est le quotidien de cet homme. Il faut le dire quand même, il est quand même pétri d'angoisse ce garçon. Ouais, il est toqué, il a Oui. des tocs, Oui. il est étrange, mais en même temps, il est solitaire, il vit dans une solitude Ouais, seul. mais il est Ça pas fait beaucoup méchant, de seul, de c'est- solitude. Ouais. Non, mais il est pas méchant, c'est un bon gars en fait, mais qui a pas les codes, Ah bah, qui est timide, Ouais. typiquement. Voilà, C'est en ça, fait, c'est une et timidité tout, exacerbée. voilà, Quoi. l'homme gêné.
Avec Ouais. une fin qui fait quand même beaucoup râler. Hein. Moi, clairement, sur les dernières pages, j'avais envie d'entrer dans la BD et hurler, mais pourquoi? Enfin, Oui, mais pourquoi exactement? Ouais, c'est vrai. Ouais. Mais personnellement, je trouve que ça finit comme ça doit finir. J'aurais pas voulu que ça se finisse autrement. Alors, moi, c'est pas la fin que je voulais, mais c'est la fin qu'on a eue. Oui, et méritée. moi aussi, parce que, mais voilà, exactement. Moi, je trouve que c'est assez, c'est égal de bout en bout. La justesse des personnages, parce qu'après, ce garçon qui vit seul et qui rencontre cette voisine, il va enfin lier contact avec elle. Enfin, c'est grâce à elle, hein, surtout qui Prends les devants. Elle prend les devants, exactement. Et ils vont entretenir une relation plutôt distante au début. Et elle va l'inviter après chez sa cousine. Et là, ça prend une autre dimension encore. Il change d'endroit parce que il y a beaucoup de huis clos quand même. Hein. Il est tout seul dans son appartement. Ouais, c'est que ça. Et après, ils vont chez la cousine. Elle vit à la campagne. Et donc là, le trio là, entre la cousine, Julia et Vincent, il va se créer pas mal de relations. Moi, j'ai adoré vraiment ce titre-là. Et ce qui est intéressant avec ce titre, c'est, cet album-là, vraiment le dessin. Tout se passe, tout est dessiné par le dessus. Je sais pas si tu te souviens, tout est dessiné par le 2-3 quarts sur le dessus. Moi, je me souviens très bien, Tout. en tout cas, de son appart au début, en tout cas, des plans sur son Ouais. appartement Ouais. en Et- vue de Et supérieure. il change jamais de plan. Il a toujours le même plan jusqu'au bout. Et ça, c'est génial parce qu'il arrive à créer une atmosphère avec ça qui est fantastique. Et non, ouais, j'ai adoré. C'est un coup de cœur. Pareil. T'as alors, adoré sur la fin. Ah, mais alors il je y a dis pas pas longtemps. pourquoi. Oui, il y a pas Il y a longtemps. pas longtemps. Oui, parce que tu m'en as parlé longtemps. Ouais. Après, voilà, c'est la Ouais, rentrée littéraire, donc c'est on le a genre eu. d'œuvres que tu essaies de conseiller qui sont pas forcément faciles d'accès, et Non, pourtant clairement, qui ouais. sont super satisfaisantes. Ça me fait un peu penser à La couleur des choses de l'an Oui, dernier. exactement. Où en l'ouvrant on se dit compliqué quand même Oui. graphiquement, etc. Et en fait quand on rentre dedans c'est une œuvre qui nous porte et qui nous apporte des choses aussi hein, sur les relations humaines, sur voilà, et c'est un super moment de lecture. Moi pourtant je l'ai lu au boulot. Oui, J'ai lu Oui. au boulot avec les J'étais- clients qui rentrent, j'étais etc. coupé, Ouais. j'étais- Ah ouais. voilà, et j'ai pas pu décrocher. J'avais absolument envie de le finir et c'est une œuvre qui m'a. Voilà pourquoi en fait il est dans mon top 3. Il y a des œuvres que j'ai lues cette année qui ont été plus satisfaisantes, mais celle-là elle me reste en tête. Je le dis maintenant. Oui, je tu le dis balance. maintenant, vas-y. Je sors mon concept. Le pouvoir de la hantise. Concept qui m'a guidé pendant ce top en fait. J'ai sélectionné quasi toutes les œuvres que j'ai sélectionnées sont des œuvres qui en fait finalement après leur lecture me sont restées longtemps en tête en fait, et qui encore maintenant parfois je pense à certaines. Donc c'est pas forcément les œuvres les plus satisfaisantes que j'ai choisies, les œuvres les plus on va dire complètes ou celles qui se tiennent de bout en bout, les œuvres carrées on va dire. C'est vraiment des œuvres qui m'ont marqué. Oui, elles perturbent. Enfin, si tu repenses après, c'est qu'elles ont perturbé, elles ont heurté quelque chose. Pas Ta forcément- sensibilité, t'es un pas- garçon sensible. Ouais, au fond, sous ce cœur de pierre. Mais non, c'est pas des œuvres qui m'ont marqué dans le mauvais sens du terme. Oui, oui, absolument. Parfois, je me demande simplement pourquoi ça a fini comme ça, par exemple. Ouais. Ou pourquoi il s'est passé ça dans tel album. On pourra y revenir sur d'autres. Et c'est pas forcément les œuvres qui se placeraient en top pour d'autres personnes. Tout simplement parce que j'y pense encore. c'est un peu le principe du coup de cœur en fait, ce que tu dis Exactement, là. exactement. C'est comme un coup de foudre en fait, tu l'expliques pas, donc en fait t'as juste voulu remplacer le terme. Exactement. coup de- Par comment, c'est Voilà, comment ton t'as concept tout déjà résumé. c'est comment ton concept Le pouvoir de la Ah, le hantise. pouvoir de la hantise. Ok, C'est beau, ça, d'accord, c'est beau. c'est beau. Ou pas, on verra, mais. Ça marche. Ben, super, merci pour ce premier coup de cœur, Max. Ben, t'enchaînes, Fredo? Bon allez, c'est parti, alors mon top 3 n'aura rien de surprenant pour ceux qui nous suivent de manière assidue. Parce que t'en as parlé Parce cette que année. j'en ai parlé cette année, effectivement. Donc je l'avais annoncé qu'il serait dans mon top et j'ai tenu mes promesses, il n'a pas bougé. Donc il s'agit de Do a Powerbomb. Alors je referai pas d'imitation de Philippe Manœuvre, mais c'est une œuvre de Daniel Warren Johnson. Murder Falcon. Ah, tu l'as fait? Oh mais c'est de sa faute là, c'est lui là. Je suis le petit diable sur ton épaule. Mais ouais, c'est clair. Donc Do a Powerbomb. Alors c'est sorti en juin chez Urban Comics. Et je vais quand même un petit peu en parler pour ceux qui ne seraient pas assidus du Bashicast. Donc c'est un comics qui se déroule dans le milieu du catch.
Donc on suit une femme, une catcheuse qui décède malencontreusement durant une représentation à cause d'un malheureux accident. Elle avait une fille qui, contre la décision de son père, va décider de suivre les traces de sa mère en devenant elle-même catcheuse. Et par le plus grand des hasards, elle va rencontrer une espèce de sorcier un peu punk qui va lui faire miroiter l'espoir de faire revivre sa mère en participant à un certain tournoi qu'il va lui-même organiser. Donc si elle en sort gagnante, elle pourra éventuellement ramener sa mère à la vie. Donc on est vraiment sur un titre alors qui va pas briller par sa complexité, bien au contraire. C'est un titre qui est simple, je le reconnais, il n'y a rien d'extraordinaire. Il y a des twists, mais c'est pas le... C'est pas le sujet. Hein, Non, clairement pas. Mais il y a cette vibe très 90s. Autour du catch. Voilà, autour du catch, donc j'ai déjà dit, hein, il faut un peu aimer ça quand même pour lire cet album. Je suis resté un petit peu sur ma faim, mais effectivement c'est une œuvre fun et à la fois touchante parce qu'il y a du drame familial, il se passe plein de choses et puis c'est quand même l'organisation d'un tournoi de catch intergalactique. Ah mais ouais, il y a des équipes incroyables. Hein, ouais. Puis ils font pas semblant, ils se tapent vraiment dessus. Alors peut-être que mon avis est un petit peu biaisé par l'amour que je porte pour le catch. Et puis je suis vraiment un gros fan hein, de Daniel Warren Johnson. Mais je pense qu'il y a aussi ce côté 90s très naïf, très manichéen, c'est simple, c'est efficace, bon c'est très violent, on y reviendra plus tard, la violence c'est quelque chose qui t'anime hein. Au quotidien. C'est clair, je suis un homme violent, ceux qui me côtoient dans la vie de tous les jours le savent. J'ai passé quelques années derrière les barreaux. Les barreaux de la librairie manga. C'est clair. J'ai pourlingué, vous pouvez d'ailleurs me trouver dans la saison 8 de Faites entrer l'accusé. Bref. Donc voilà, donc Duo Power Bomb, c'est vraiment un comics qui m'est très cher. Et je l'ai pas encore dit, et qui est merveilleusement bien dessiné. Ouais, graphiquement, Warren Johnson, c'est son point fort. Ouais, exactement, ça fourmille de détails, très beau découpage, c'est nerveux, c'est dynamique, et comme tu l'as dit, donc je suis conscient hein, que ce n'est pas une œuvre parfaite, mais elle m'a accueilli au bon moment. Je l'avais acheté d'ailleurs le TPB à sa sortie aux US. Je l'ai racheté une fois en France, tellement j'ai été scotché par la simplicité et l'efficacité de ce titre. Donc je vous invite vraiment à le découvrir, et si vous êtes fan de catch, je pense que c'est littéralement un ouvrage qui est fait pour vous. Mais donc toi aussi, c'est pas simplement un coup de cœur, c'est un coup de foudre aussi. Putain, mais c'est pareil. Putain. Non mais t'as raison, hein, c'est une œuvre qui me hante, j'y pense tous les jours. Je me vois faire des German suplex avec mes collègues. La prise de l'ours. Et toi Lolo alors? Moi mon top 3, je vais commencer avec La Ride. La Ride qui m'a accueilli moi dès le début de l'année, hein. Il est paru chez Dargo. Et t'en avais déjà parlé aussi. J'en ai déjà parlé exactement avec de Florent Pierre et Simon Boileau. La Ride c'est un hymne à l'amitié. C'est un hymne au goût de l'effort aussi, hein, parce qu'il s'agit de deux copains en fait. Le pitch c'est ça, c'est deux copains qui quittent la grisaille parisienne pour s'aérer, ils partent en vélo. Et c'est une véritable expédition parce que c'est leur... En tout cas, sur cet album-là, ils s'inspirent tous les deux d'une histoire vraie. Hein, ils ont fait plusieurs sorties vélo. Ils ont recentré tout ça sur un seul tome. Et donc, dès la sortie de la grisaille parisienne, ils mettent un certain temps à sortir de Paris, où c'est gris. On sent en effet que la palette de couleurs, elle s'illumine au fur et à mesure de l'album. Les couleurs deviennent de plus en plus éclatantes au fur et à mesure où ils fréquentent les petites routes françaises, dans la campagne française en province, et voilà en fait c'est génial parce que ils rencontrent des gangs en lycra comme ils le disent. Des mecs qui sont des courseurs fous, courseurs fous, ils font la course, et donc ça parle de la préparation. Tout est abordé, la préparation du vélo, la préparation de la sortie, qui est faite de manière maladroite, à la limite amateur, et puis cette envie de partir à l'aventure, mais une petite aventure, c'est mine de rien. Ils font plus de 200 bornes, je crois, pas davantage. Bourgogne, c'est pas mal quand même déjà. Oui, c'est ça, ouais, mais malgré tout, ça reste une petite aventure sympathique, rien d'extraordinaire. Ils partent en vélo, comme beaucoup de gens le font de toute manière, mais ils ont le talent de le faire avec un dessin que je trouve absolument fantastique, et le texte il donne envie de s'évader, quoi. Tu t'évades avec eux, quoi. Quand tu lis la BD, c'est une petite bulle de bonheur, pas une boule, hein, mais une vraie bulle de bonheur.
une bulle de bonheur, et tu t'évades avec eux et tu t'éclates tout le long avec eux, parce qu'il y a aussi des moments de galère incroyables, les intempéries, les engueulades, et j'en passe. Voilà. Moi, ça a été un véritable coup de cœur. Puis tu parles d'évasion, toi aussi, ils t'ont vraiment donné envie de t'évader. Ah oui, parce que oui, t'as c'est vrai. t'as fait tes dernières vacances. Ah ouais, je les ai branchés parce que c'était avant l'été. Et eux, ils avaient fait ça à vélo, je les ai branchés. Non, mais moi, quitte à partir à l'aventure, je pars à pied, sac à dos. Pau, Clermont-Ferrand. Pour Clermont-Ferrand. Voilà. J'ai fait ça à pied. Bon, j'avoue que c'était beaucoup moins fun, moi, perso. J'étais tout seul, déjà, je me suis bien fait chier. Après, bon, je suis tout seul, livré à moi-même. Au bout de 24 heures, j'ai vite fait le tour de mon toi-même. cerveau. L'introspection était vite faite. Du salami à la place des pieds. Ouais. Oui, j'ai eu quelques blessures aux pieds, voilà. À Forcément, ça contresens saigne. avec Saint-Jacques-de-Compostelle. Oui, je garde un sacré souvenir de ces pèlerins. Voilà, mais en revanche, pour revenir à la BD, ces deux garçons incroyables qu'on a rencontrés à la librairie, d'ailleurs, sont venus dédicacer l'album au moment du Tour de France, d'ailleurs, au moment de la ville-étape à Pau. Deux garçons incroyables, et si vous voulez offrir une BD feel good pour cette fin d'année, La Ride en fait partie. Il y en a d'autres, bien sûr, mais celle-ci, c'est vraiment une superbe BD. Et je tiens à le préciser, on n'est pas obligé d'être fan de vélo. Moi, je suis pas du tout un adepte du cyclisme, du Tour de France, etc. On parle juste là de goût de l'effort, de deux copains qui partent en virée. Et voilà, c'est une histoire d'amitié avant tout. Ouais, moi j'avais beaucoup aimé aussi. J'étais un peu moins enthousiaste que toi quand même. Mais c'est un vrai coup de cœur. Le trait, moi je le trouve indé, j'aime bien, c'est souple, c'est fluide. Il est rond, comme une roue ça de va vélo. super bien avec l'histoire. Ouais. Ce mélange de galère et de moments de bonheur et d'échange, ça marche super bien. À lire, c'est super agréable. Et en ces temps d'hiver, ça peut toujours faire du bien. Oui, c'est clair, c'est vrai. Voilà pour mon troisième. Tu enchaînes, Max, avec ton top 2 ? Allez, c'est parti. Donc en top 2, j'ai choisi Chumbo. J'en ai parlé dans un précédent podcast. Je l'ai annoncé comme un potentiel gagnant d'Angoulême. Et j'assume. J'assume, il est dans mon top 3. Donc Chumbo, c'est l'histoire de la famille Wallace. On suit d'abord Osvaldo, le père, qui gère des mines au Brésil, donc dans la région de Minas Gerais. Gerais, pardon, Friedrich Gerais. Et ce Osvaldo a deux fils, Severino et Ramirez, deux frères aux antipodes l'un de l'autre. Un devient journaliste communiste, ce qui à l'époque c'est une époque chasse aux sorcières classique. Chumbo, ça s'appelle Chumbo parce que c'est des années de plomb en fait, sous dictature brésilienne. Et Ramirez qui est un parieur, qui adhère au régime, mais qui s'attire d'autres ennuis lui, plutôt avec les pègres locales, sur des paris, avec il s'endette auprès d'autres personnes. Moi j'ai beaucoup aimé cette œuvre, j'ai oublié de le préciser, chez Casterman. Mathias Lehmann vient de l'indé à la base, il a été édité chez Six Pieds Sous Terre notamment. Graphiquement c'est de l'indé aussi, c'est du noir et blanc, mais plus épais, plus gras que sur L'Homme Gêné par exemple. Moi ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'il rajoute tout un contexte culturel à l'œuvre. Il y a des pubs, il y a des couvertures de journaux d'époque, il reconstitue plein de trucs en s'inspirant de son histoire familiale. C'est inspiré d'une histoire vraie. Il y a un petit peu de 100 ans de solitude de Gabriel Garcia Marquez là-dessus, là où il raconte l'histoire. T'as pas la ref. Il raconte l'histoire d'une famille et donc avec un contexte historique derrière. C'est ça qui est intéressant en fait. C'est une saga, c'est une fresque humaine. Parce qu'il y a deux frères, mais il y a aussi deux sœurs, il me semble. Et pareil, elles viennent rajouter leur grain de sel à l'histoire. Et c'est une œuvre fleuve. Pour moi, c'est un roman graphique. Ça a tout le potentiel d'être le bon cadeau de Noël, dense, en même temps parfois léger. Ouais, c'est un vrai roman graphique parce qu'en effet très lourd. Ouais. Il y a du texte. Il y a une grosse pagination. Ouais, je crois qu'il y a plus de 300 pages. Oui, je crois que c'est ça. 368 pages. Ah oui. Donc voilà, vous en aurez pour votre argent, ça c'est sûr.
Et on découvre en fait le Brésil des années 50 à 2000 à peu près. Sous les différents régimes politiques qui se ressemblaient un peu tous en vrai, hein. Et c'est fascinant parce que ces deux frères ont des destins totalement différents, parce qu'ils ont fait des choix différents alors qu'ils avaient de l'argent à la base, ils étaient plutôt aisés même, voire bourgeois. Et donc on découvre leur vie jusqu'à très vieux même, hein. Ça va assez loin. Et voilà, moi j'ai gros coup de cœur. Et tu l'avais lu toi, Fredo, celui-là? Ouais. Tout à fait, moi j'avais beaucoup aimé, alors pas autant que toi, mais je l'avais dit d'ailleurs dans le podcast où tu en avais parlé, mais je trouve peut-être beaucoup trop dense, ça m'a un petit peu coupé dans ma lecture avec, tu sais, ces grandes pages publicitaires, etc. Donc c'est super intéressant en termes d'immersion, mais ce que je retiens surtout c'est les échanges que ça m'a permis d'avoir avec mon père qui a connu ces années lorsqu'il vivait au Brésil. Mais toujours est-il que, voilà, vu tout l'amour que tu lui portes, en tout cas, je lui souhaite de tout cœur qu'il remporte un prix à Angoulême. Ouais, je vais tout faire pour. Hein. J'ai des contacts. La modestie du gars, quoi. Le globe. Non. Oh là là. Non mais je trouve qu'elle a le potentiel pour. Après je peux me tromper. Mais... Oui, non, mais je suis assez d'accord avec toi. Elle a clairement le potentiel puisque c'est un vrai roman graphique incroyable avec une densité historique, un drame familial. Il y a tous les éléments, il y a tous les ingrédients pour qu'il puisse décrocher la palme. Après, je ne l'ai pas lu, mais je ne peux pas apporter davantage de critiques sur le plaisir de lecture ou pas. Mais je sais que tu n'es pas le seul à avoir éprouvé ça parce que tu as conseillé ce livre à 2-3 personnes déjà en librairie qui sont revenus en disant également que c'était un superbe livre. Ouais. Donc non, je lui souhaite de vivre un très bon festival Angoulême et puis Inch'Allah comme on dit. Mon petit Fredo, tu vas enchaîner sur ton deuxième titre à présenter s'il te plaît. Donc la deuxième place revient à un titre qui ne gagnera aucun prix, je pense, à Angoulême. Non, il sera même pas présent. Mais pour l'anecdote, c'est un titre que j'attendais avec impatience. Dès les premières pages qui ont fuité sur les réseaux, je suis tout de suite tombé amoureux du dessin, de ce trait si particulier. Je l'ai attendu longtemps, il était longtemps repoussé, il est enfin sorti, donc c'est Suburban Hell de Kanafuro Taro, toujours avec cet accent. Incroyable Fred, je te le dirai à chaque épisode s'il faut. Mais... Ah mais je suis bilingue mec, hein. Donc ça sort aux éditions Yamacho. Et clairement, voilà, c'est une œuvre qui, je préviens, hein, pour public très 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 averti. Et c'est un manga qui pour moi est à la fois cathartique, à la fois très jouissif. Donc je vais expliquer pourquoi. Donc je parlais de violence tout à l'heure, hein, mais clairement là, c'est un manga qui synthétise un petit peu tout ça. La violence, tu parles de violence et d'horreur. Enfin, parce qu'il y a beaucoup d'horreur dans ce Ouais, livre. tout à fait. J'allais y venir, ouais, effectivement. Hein. C'est un titre que l'on pourrait classer sans problème dans l'horreur. Donc avant d'aller plus loin, avant de vous parler du scénar, j'ai vraiment envie d'insister sur le dessin qui est atypique, qui est vraiment particulier. Donc j'ai quand même un attrait assez poussé pour les traits atypiques. Je pense que si on fait un petit peu le bilan de ce que j'ai mis dans mon top, c'est souvent des traits un petit peu uniques qui sortent des sentiers battus. Celui de Kanafuro Taro est vraiment sombre, il est très très détaillé. Il va clairement avec l'ambiance du manga, il sert le propos, hein, c'est très nihiliste, il n'y a pas de place pour la lumière, il y a beaucoup de gros plans, c'est très pointillé aussi comme style, très noir. C'est un dessin qui prend aux tripes, et je pense qu'on peut pas y rester insensible, je comprends qu'il puisse ne pas plaire, mais dans tous les cas c'est un dessin qui marque, je pense, quand on parcourt l'ouvrage rapidement. Après, pour en venir au contenu, c'est un recueil de 7 histoires courtes, les 2 dernières sont liées entre elles servent de liant pour l'histoire. Donc bien évidemment, chaque récit vous plonge dans une ambiance sombre et très dérangeante. Alors j'ai pas toutes les résumés ici, mais je vais vous parler de celle qui pour moi est la plus immersive, donc qui raconte l'histoire d'un jeune homme qui tombe sur un snuff movie. Toute première celle-là. C'est la toute première, ouais, exactement. Et donc il assiste à un meurtre dans ce snuff qu'il observe via un casque VR, donc ça donne des effets de style ultra la première, elle est intéressants, réussie, elle est vraiment hyper bien perturbante. fait. Ah ouais, non, elle est incroyable, hein. On est clairement dans la peau du personnage, comme si l'auteur voulait nous rendre complices de tous les méfaits
les faits en fait qui se déroulent au sein de cet Mais dès les ouvrage. premières pages d'ailleurs. Ah ouais, non mais c'est vraiment les premières pages, elles donnent clairement le ton de Suburban Hell. Vous savez clairement où vous mettez les pieds. On a dit, ah oui, alors il y a la violence, il y a de l'horreur, il y a aussi du sexe. Tout à fait, hein, quand je parle de public très très averti, je plaisante pas. Hein. Mais pour faire un parallèle justement au sexe, je suis un gros fanat d'Eroguro. On en parlait en off tout à l'heure avec, je viens de lire le Litchi Carry Club. Pour moi, très, très il est bien. vraiment à la frontière d'une sorte de néo-Eroguro. Avec, pour ceux qui ne sauraient pas, c'est un sous-genre entre guillemets hein, de l'horreur qui est né au Japon dans les années 30. Et Suehiro Maruo, c'est un petit peu c'est mon dieu Le vivant, boss. hein. Et ouais, le boss, hein, clairement, c'est le porte-étendard de ce mouvement. Plus récemment, on a par exemple Shintaro Kago qui est lui aussi dans cette mouvance un petit peu Eroguro. Donc je trouve que dans ce Suburban Hell, je trouve ce côté, cette pornographie très visuelle, cette violence, faut un mot plus fort que violent. C'est trash. Ouais, c'est trash, je pense qu'on va utiliser cet anglicisme. Ouais. Et moi, ce qui m'a frappé, c'est que j'ai jamais été confronté à une telle violence via un tel médium. C'est-à-dire que j'ai lu énormément de mangas d'horreur, hein, c'est mon genre de prédilection, vous le savez, et j'avais jamais croisé d'ouvrage semblable à celui-ci, et ça m'a vraiment troublé, et je trouve qu'on aime ou on n'aime pas. Si je peux faire un parallèle avec le cinéma, si on pense à Irréversible, à Serbian Film ou plus récemment Sadness, que je n'ai pas aimé d'ailleurs, tiens Sadness, hein, je le reconnais, mais ce sont des œuvres qui marquent en fait de par leur violence hein, et le malaise qu'elles procurent, et là je retrouve un petit peu tout ça, hein, cet aspect sans filtre, très très brut. Et comme tu disais, c'est un recueil de 7 histoires en fait. C'est C'est pas ça. un recueil de 7 histoires. Les histoires sont liées, on le sait à la fin. On sait à la fin, on le comprend, enfin pour peu ceux qui ont pris la peine de le lire avec attention. J'ai juste un tout petit reproche à faire sur ce titre-là. Ouais, C'est dis-moi. que c'est assez inégal en fait. Il y a des histoires beaucoup plus intenses que d'autres. La toute première est fantastique. Ouais. Et il y en a une notamment. Ah oui, là-dessus on est tous d'accord, hein. Elle est vraiment inégale, notamment à cause de son découpage. C'est ça. Il y a un dessin qui est tellement sombre que ça en devient un petit peu illisible. Et c'est vrai que pour moi, c'est le gros C'est point dans, faible. dans la forêt là, celle du tueur. Non, mais tu l'as pas lu. Non mais Alors j'essaye d'intervenir, c'est comme ça que je suis reçu. Je vais qui me est retirer bien en châtillon, fait. qui est bien Vous aurez châtillon. pas mon top 1. Voilà. l'histoire de la mère pas qui est celle-là un petit peu parano. Ah, celle-là va. Enfin, mais là je pense qu'il jouait sur la relation mère-fils. Ah non, mais je te parle pas de ça, je te parle vraiment dans le Que découpage. certaines personnes peuvent trouver très très malsaine. Enfin, très. Voilà, ça l'est, mais. Sauf que moi, c'est clairement sur moins le graphique, découpage mais- que j'ai été perdu. C'est carrément sur certaines cases où ouais, clairement, j'ai rien compris à ce qui se passait, mais on en Je me rappelle reparlera. plus, mec. Je te montrerai, j'ai le manga ici, on en parlera quand on aura fini. Ouais. Mais pour moi, clairement, voilà, c'est le petit bémol de ce manga. Mais qui n'enlève rien. Exactement, j'avais un petit peu peur au départ que ce soit juste de la violence gratuite. Bon, dans tous les cas, hein, j'aurais pris mon pied, hein, un pied malsain, hein, mais j'aurais kiffé quand même. Mais aussi simple que cela puisse être, je trouve ça cool en fait qu'il ait quand même pris la peine de relier toutes les histoires entre elles. Ça permet de créer une sorte de mythologie autour de cette banlieue infernale. Et je t'en avais déjà parlé, Lolo, mais c'est clairement le genre d'ouvrage que j'aurais adoré découvrir étant gamin. Au gamin. Enfin, Non, Ouais, mais gamin, non. quand même. non, mais gamin, ce que j'entends par là, c'est genre 10-12 ans, le Ouais, manga qu'on se serait interdit, passé. Ouais, voilà. le plaisir coupable. Exactement, ouais. Si vous voulez lire quelque chose de trash et de violent, c'est la BD de l'année. C'est y a pas plus. Si vous cherchez des bons scénarios, n'y allez pas. Enfoiré. Je trouve un peu violent, mais. Je suis dans la thématique. Oh, je plaisante. Non, mais pour rebondir là-dessus, t'as pas tort. C'est une œuvre qui brille surtout par l'expérience qu'elle procure. C'est cathartique, c'est jouissif, Je comme pense j'ai qu'il dit. faut quand même au moins avoir l'info que l'explication de la fin lie un peu le tout pour vraiment apprécier l'œuvre. Moi, je l'ai lu après vous et tu m'as expliqué qu'il fallait comprendre que la fin liait un peu toutes les histoires. Et j'ai beaucoup plus apprécié. Je pense que si j'avais été jeté dans le bain sans savoir, j'aurais été dans le doute à me poser des questions et je serais sorti de l'œuvre. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Bah, c'est ce qui s'est passé avec C'est Lolo. ce qui s'est produit avec Ouais. moi. Ouais, exactement. Je pense que c'est un peu ça. Ouais. Mais voilà, en tout cas, tu l'as dit, c'est surtout une expérience graphique. Tout à fait. Bah, c'est pour ça que j'ai débuté ma chronique
avec le graphisme avant même de parler du contenu. On met beaucoup de pincettes comme ça depuis tout à l'heure parce que c'est quand même tellement gore que faut prévenir les gens, faut pas le conseiller à tout le monde non plus. Ah non, surtout pas. Alors, la librairie, je le vends plutôt bien, hein, mais Très averti. Voilà, exactement. Et les gens se font prévenus, ils savent dans quoi ils mettent les pieds avant de s'emparer de l'ouvrage. Attention où vous mettez les pieds. Je mets les pieds où je veux, Little John. Et c'est souvent dans la gueule. Donc voilà, un ouvrage réservé à ceux qui ont les reins solides et qui cherchent une expérience un petit peu hors norme. Rappelle-nous le titre, s'il te plaît. C'est Suburban Hell de Kanafuro Taro et c'est sorti aux éditions Yamacho. Et toi Laurent, alors ton top 2 ? Eh bien les gars, il est arrivé il n'y a pas très longtemps en librairie. J'ai pris une claque en le lisant. Il s'agit de Gotham City, année 1. Ah yes. Chez Urban, de Tom King et Phil Lester. Alors là, j'avoue ne pas m'y attendre du tout. Je m'y attendais pas, j'ai pris le livre parce que je suis très fan de l'univers de Batman. Mais avant de parler de Gotham City année 1, qui est classé dans un Batman, hein, s'il s'agit d'un Batman, sachez on aperçoit le Batman qu'à la toute fin, et encore, on aperçoit à peine son ombre, donc il ne s'agit pas du tout d'un livre sur le super-héros. Ceux qui veulent lire un livre sur les super-héros, ne prenez pas celui-ci, clairement, vous passerez à côté de ce que vous cherchez. En revanche, tous ceux qui sont fans de polar, et il s'agit avant tout d'un véritable polar à l'ancienne, comme ce qu'on produit Dashiell Hammett ou Raymond Chandler, avec le Faucon Maltais, j'ai le Faucon Maltais en tête, et puis le héros, l'acteur américain Fred Bogart, qui jouait le rôle au cinéma. Il s'agit de ça avant tout, d'un vrai polar noir des années 50-60, avec une vraie enquête, un détective qui se fait casser la gueule dans les ruelles, qui enquête sur un enlèvement. Alors je tiens à le dire, au départ, pour ceux qui connaissent l'histoire de l'enfant Lindbergh, ça s'est produit au XXe siècle. L'affaire Lindbergh a fait couler beaucoup d'encre aux États-Unis, mais à travers le monde aussi, hein, on connaît tous cette histoire. Ceux qui ne la connaissent pas, surtout n'allez pas voir sur internet de quoi il s'agit, lisez d'abord le livre, allez voir après de quoi il s'agit pour l'affaire Lindbergh. Mais en tout cas, voilà, c'est lié à ça. Et donc il s'agit d'un véritable polar avec le dessin de Phil Lester que je trouve fantastique. Tom King au scénar, incroyable. Ouais, comme mais, toujours. Ouais, Hein, voilà, c'est un vrai roi du polar. Hein. Tout ce qu'il produit, d'ailleurs souvent dans l'univers des super-héros, c'est du polar pur et dur. C'est vrai. On l'a vu avec d'ailleurs le dernier, Human Target. C'est un vrai polar avec des super-héros, mais on parle d'abord de polar. Donc celui-ci, Gotham City année 1. Allez-y, pour ceux qui ont tendance à acheter du polar dit classique, entre guillemets, foncez sur ce titre-là, qui est classé dans les comics chez les super-héros. N'hésitez pas, prenez-le. Encore une fois, il n'y a pas de super-héros, il y a juste une apparition de Batman à la fin. Je vous en dirai pas davantage, mais elle est vraiment anecdotique. Et c'est aussi à conseiller aux fans d'Ed Brubaker. Absolument, Et clairement, oui, absolument. Ouais, Ed Brubaker et Sean Phillips, on retrouve cette alchimie qu'il y avait entre les deux auteurs, et puis entre Phil Lester et Tom King. Ça marche du feu de Dieu. Moi, ça a été une vraie claque, je m'y attendais pas du tout, j'ai fini, mais et à tous ceux à qui je l'ai conseillé, ça a marché. Donc allez-y, un vrai polar, un one-shot aussi, ça c'est intéressant. Un vrai début, une vraie fin, c'est cohérent de bout en bout. Avec un bourbon, un whisky, du jazz en fond du jazz en musical. fond, exactement. C'est parfait, ouais. J'y pense comme ça. Je me permets une aparté. Tu ne te permets juste rien du tout. Tu vas d'abord me soigner cette mauvaise peau et ensuite tu te permets. Hein? Allez. Pour conseiller une autre œuvre qui est sortie également cette année. J'y pense parce qu'elle fait partie de mon top 10, parce que toi-même tu sais, on tient les comptes. Je veux parler de New Burn. Énorme New Burn, qui est paru beaucoup plus tôt dans l'année. Premier semestre, il me semble. Ouais, très tôt, ouais. Mais une énorme claque. Ouais. Énorme claque, un vrai polar. On attend la suite. Hein. Ouais, oui, clairement. Eh bien voilà, on y est, c'est le top 1, le titre préféré de l'année, et c'est à toi Maxou de parler de ce que tu as préféré, de quel est le titre que tu places en numéro 1. Roulant tambour, maestro. Non, pas de surprise, je sais pas, peut-être que j'en ai déjà parlé dans un épisode. J'ai choisi La Voix des bêtes, la fin des hommes,
de Thomas Gilbert. C'est sorti au mois de mai chez Dargaud. C'est alors déjà de base c'est un auteur que j'aime beaucoup, qui est clivant parce que moi je trouve qu'il est entier dans ses albums. Il propose des choses, des albums viscéraux, des thématiques. Alors il l'a précisé notamment à la fin de La Voix des Bêtes, la fin des hommes. Il a fini un cycle sur la violence. Donc ces 3 précédents albums, enfin ces 3 albums avec La Voix des Bêtes, la fin des hommes, parlent de violence et celle des hommes aussi. Et donc c'est beaucoup autour de cette thématique et ça peut refroidir des lecteurs. Ça, ce que je peux comprendre. Moi, cet album, il m'a mis une claque. Je reviens sur mon concept sorti de nulle part, le pouvoir de la hantise. C'est un album, j'y pense encore. Il est sorti il y a quelques mois déjà, et pourtant, dedans, il y a des thématiques qui me parlent, qui m'inspirent, qui me font me poser des questions sur la nature humaine. Donc je vais résumer l'album rapidement. On suit Brunhilde, une meneuse de loups au Moyen-Âge. Donc c'est une espèce de guérisseuse. Partout où elle va, elle est considérée comme une sorcière, à une période où c'est clairement obscurantiste, hein, une période religieuse très rigoriste, on va dire. Et un jour, elle arrive dans le sud-ouest de la France et elle va de village en village et elle réalise qu'il y a sur sa route des meurtres d'enfants en particulier. Alors il y a des scènes assez dures aussi sur ça violent, d'ailleurs. Ouais. Et donc pour s'innocenter, puisqu'elle est accusée, hein, c'est une vagabonde, elle va devoir enquêter sur ces meurtres. Et donc là s'en déroulent plusieurs arcs, on va dire narratifs, sur des personnages différents dont elle, dont on découvre la progression au fur et à mesure de l'album et on a les réponses à la fin. C'est un album que j'ai trouvé puissant. Ça parle d'écologie, ça parle de religion, de spécisme et d'antispécisme, de religion. Ça parle de violence, hein, comme je disais en intro. Un autre personnage qui est très important dans ce livre-là, c'est celui qui la critique sur la religion, c'est le prêtre. Hein, Ouais, il y a une scène, j'y pense encore à cette scène, une scène où c'est au début de l'album, hein, je spoile pas, et puis ça en dit pas long sur le scénario. C'est une scène où une femme dans un village miséreux vient de perdre son bébé, il y a un prêtre qui arrive, un gros prêtre sur un cheval blanc, et direct il est acclamé par les villageois, et il baptise post-mortem l'enfant et leur explique qu'il ira au paradis. Et là c'est la liesse dans la foule, enfin c'est une espèce de misérabilisme crasse, voilà, ça en dit long sur cette époque, et on y croit, on est plongé dans cette époque. Voilà, moi ce personnage principal féminin, il m'a scotché. Elle est puissante, elle lâche rien face à l'adversité, elle est tenace, et en fait au fur et à mesure de l'album on comprend qu'elle souhaite comprendre la nature humaine et la faire évoluer. Elle souhaite que le bien autour d'elle, et elle essaye de faire son mieux pour faire progresser les gens autour d'elle. Et voilà, je remercie Thomas Gilbert s'il nous écoute pour cet album. Moi il m'a mis une grosse claque et je l'ai choisi en top 1 naturellement. Voilà. Merci Max, donc La Voix des Bêtes, la fin des hommes chez Dargaud de Thomas Gilbert. À toi mon petit Fredo, c'est quoi ton top 1 alors ? Bon bah alors mon top 1, sans aucune surprise. Ouais, très peu hein. En plus Toto on a déjà parlé dans l'épisode précédent. Donc je vais pas m'éterniser dessus, il s'agit bien évidemment du Evol de Atsushi Kaneko. Excellent. Qui est sorti en avril dernier. Et c'est donc cette fameuse réinterprétation, ce Kaneko du mythe du super-héros, avec ces petits adolescents un petit peu en rupture avec la société, qui commettent un suicide et qui se réveillent en fait suite à leur suicide avec des super pouvoirs. Donc c'est une œuvre qui m'a bouleversé, que j'ai bien évidemment adoré. Et donc la série est toujours en cours de parution au Japon, et le tome 4 qui va sortir... Papa, j'en parle juste après.
Et si on en croit les échanges qu'on a pu avoir ensemble, la série devrait s'achever en 8 tomes. Et donc je trépigne d'impatience de découvrir la suite. Il y a une série à la clé. Ouais, tout à fait, exactement. Ouais. Qui a débuté il y a un mois maintenant. Série live. Voilà, c'est ça. J'ai pu voir donc les 2 premiers épisodes, alors sans sous-titres. Mais bon, vu que je connais le manga... Vu que t'es bilingue, ça pose pas de problème. Voilà, j'ai bien évidemment tout compris. Non, franchement, c'est très réussi. J'avais pas mal d'appréhension concernant les faiblesses techniques qu'on le retrouve souvent dans les dramas japonais. Et en fait, ils l'ont un petit peu transformé comme si c'était un tokusatsu. Alors, pour grossir un peu le trait, un petit peu le côté cheap que tu retrouves dans les... Un dans peu les Power parodique Rangers. presque. Ouais, voilà, c'est ça, exactement. Et ça donne beaucoup de charme à la série. Elle est très réussie, de belles références musicales. Mais pour en revenir au manga, donc voilà, Evol, incroyable. En termes de dessin, donc Atsushi revient à quelque chose de beaucoup plus simple, beaucoup plus droit au but, beaucoup moins détaillé que Search and Destroy, donc son précédent manga. Et je trouve que c'est beaucoup plus parlant, c'est un choix très judicieux, c'est très percutant. Je crois qu'on en a déjà parlé, mais il atteint son paroxysme dans une ligne comics claire, Ouais, c'est ça. très simple, très populaire. L'Occident s'y retrouve. Ouais, c'est une œuvre passerelle, hein, clairement. On s'éloigne du manga, on se rapproche. Ouais. Intergénérationnel, manga, comics, BD, tout le monde peut y trouver son bonheur. Les thématiques abordées, ça nous plonge dans les thématiques un peu compliquées du Japon. Ouais, sur la pression sociale qui pèse Voilà. sur les épaules des adolescents. Et ouais, puis comme vous le dites, hein, c'est vrai que c'est une œuvre passerelle. De toute façon, vous en vendez aussi beaucoup de votre côté. Donc il a réussi à fédérer avec ce manga. Donc on pourra peut-être lui déplorer un prix un petit peu excessif qui peut bloquer les plus jeunes. Je le constate souvent de mon côté à la librairie. Après l'édition, c'est pas une couverture souple. Voilà, c'est C'est ça. du cartonné, un grand format. Tout à fait. Grand format, un Ouais. tome et demi. Voilà, c'est ça. Il a vernis ses sélectif, arguments, on va dire, qui peuvent se défendre. Carrément, mais bon, ça peut quand même peser dans le budget. En tout cas, si vous êtes fanat de super-héros et pas que, c'est un manga que je vous conseille vivement, ultra référencé, vraiment très chouette. En plus, Thomas l'a dit, on a eu la chance de le recevoir en dédicace en avril dernier pour la sortie des 2 premiers tomes. Donc c'était une rencontre incroyable. Donc voilà, pour moi, en plus, le manga baigne de cette aura un Il petit aura peu marqué magique. l'année. C'est un manga chez nous, en tout cas en particulier, qui aura marqué l'année. Une parution fréquente, l'auteur qui est venu en dédicace, c'est une excellente série. Et qui a laissé une belle marque sur l'un de nos murs. Il nous a clairement marqué dans tous les sens du terme. Ouais. Alors il a pas pissé sur les murs. Tu l'as enlevé. C'est ce que j'allais dire. Il a marqué son territoire à sa manière. Ouais, c'est un coup de cœur des 6 libraires, faut le dire. On a tous aimé ce titre-là. Bravo, hein, coup de cœur numéro 1, normal. Bravo, merci Fred. Avec plaisir. Et toi, Lolo, el numéro uno. Le numéro uno qui m'a complètement bouleversé là, qui est paru là ces derniers temps Quel du coup parce que chez Delcourt, Ouais, tu non, sais on pas. est perdu là. Hein. Mais ces derniers temps, il y a eu tellement de belles choses là qui sont arrivées sur nos étals. J'hésite entre 2 titres. Moi aussi. Eh ben, c'est Les Illuminés chez Delcourt. T'as tranché. Voilà, j'ai Ah, donc tranché. y a pas... Je suis leur silence. Ouais. Mais il est dans le top 5, j'en parlerai après. Le spoil. Voilà. Non, oui, voilà, c'est Les Illuminés chez Delcourt de Ditar et Bollé. Bollé, hein, que vous connaissez parce qu'il a déjà il a œuvré sur La Bombe, qui a été un carton. Un scénariste colossal, Ouais, Terra Australis. Exactement, Terra Doloris, il est énorme. Hein, il a également l'Apéro 64, c'est lui également qui est dessus. C'est un scénariste hyper talentueux et là, il raconte une histoire qui est sur des poètes maudits. Il s'agit de Verlaine, de Rimbaud, et il dépoussière, en tout cas moi je ne le connaissais pas, très peu d'ailleurs le connaissent puisqu'il a extrêmement peu publié, et c'est ça qui est intéressant. Il dépoussière un poète qui s'appelle Germain Nouveau, qui a connu donc les 2 poètes que je viens de citer, Rimbaud et Verlaine.
Et le pitch, il s'agit en fait de la relation de ces 3 poètes-là qui se sont connus à Paris, la relation entre Rimbaud et Verlaine, qui était, on le sait tous, tendue. Voilà, ils ont une histoire d'amour assez dramatique entre ces 2 personnes-là. Et l'histoire aussi le dernier manuscrit de Rimbaud, qui est un poète absolument perturbé, qui refusait d'être publié. Voilà, les éditeurs ne voulaient pas le publier parce qu'il était absolument détesté à Paris. De toute façon, à cause de sa réputation. Sa réputation qui était sulfureuse. Et donc du coup, il a un talent fou, un génie colossal, reconnu par Verlaine et Nouveau. Mais il ne veut pas vivre de son talent. Lui, ce qu'il veut, c'est vivre l'aventure. On le sait tous. Après, il est parti pour l'Afrique, etc. Et donc, il écrit ce manuscrit-là. Il peut pas le publier. Et c'est Germain Nouveau qui se retrouve en possession de ce manuscrit. Et il ne sait pas quoi en faire. Ça lui brûle les doigts. Il y a un jeu de passe-passe entre lui et Verlaine. Et Verlaine, exactement. Et ils sont là. Est-ce qu'on peut le publier? Est-ce qu'on va le faire? Est-ce qu'on le brûle? J'en dis pas davantage. Ils sont perdus avec ce manuscrit-là. C'est une superbe histoire sur ces poètes maudits qui ont marqué la littérature française et la poésie. Et ce qui est intéressant, ça c'est Bollée au scénario, c'est la narration. C'est la narration et le talent fou de Dittard à narrer ces 3 histoires qui sont... D'abord deux, c'était d'un chromatique. C'est là où ça m'a perdu. Ça t'a un peu perdu, toi. Ouais. C'était mauvais, toi. Moi, je lisais, je me disais, mais il y a pas de cohérence entre les cases là. Donc j'ai dû recommencer l'album. Mais Philippe, il a fait la même chose. Et Philippe, il disait que il a lu une teinte chromatique jusqu'au bout. Il est revenu au début de l'album pour lire l'autre teinte chromatique. Mais c'est une catastrophe. Voilà, c'est une catastrophe. Il n'y a eu que nous deux. 2 albums en un, ça c'est l'avantage. C'est vrai. Et donc voilà, moi c'est ça que j'ai trouvé hyper intéressant aussi, c'est cette astuce narrative, cette teinte chromatique. On suit 2 personnages avec 2 teintes chromatiques différentes sur la même page. C'est clair, hein. Je suis bête, hein. C'est juste qu'il y a 2 couleurs très claires, souvent c'est du marron et du vert. Et oui, absolument. Et ça se voit. Hein, mais... Ouais, exactement. Et donc vous pouvez le lire comme vous voulez, vous pouvez lire t'es daltonien en fait. T'aurais dû dire ça. Ah oui, comme pardon, excuse. j'ai oublié de le préciser. Et donc voilà, c'est ça qui est intéressant, c'est que vous pouvez le lire comme vous voulez, vous pouvez lire la teinte chromatique, passer d'une autre ou commencer par celle du bas avant repasser à celle du haut, peu importe, vous faites ce que vous voulez. Et c'est ça, en fait, vous pouvez même le relire comme tu as fait, Max, d'ailleurs, c'est ça qui est génial. J'ai recommencé. T'as recommencé. Donc voilà, c'est un véritable coup de cœur, une vraie claque, ce livre-là. Moi, j'ai découvert là avec Dittard, qu'on connaît tous avec Florida, que j'avais trouvé formidable également, Bollée qu'on connaît parce que j'adore son travail, mais il y a une vraie alchimie entre ces deux auteurs-là que sont Dittard et Bollée, et ils ont fait un véritable tour de force avec ce livre-là chez Delcourt. À découvrir absolument. Vous n'êtes pas obligé d'aimer la poésie, j'avoue que je ne connais pas non plus... C'est une œuvre qui reste accessible, c'est un pan de l'histoire de la littérature française intéressant. Après, c'est rythmé, c'est leur vie en fait. Il n'y a pas d'action, il n'y a pas de twist. Non, il n'y a pas d'explosion. Mais elle a été tellement dramatique. Il n'y a pas de Michael Bay dans l'histoire. Il n'y a pas de Transformers. Non, clairement pas. Mais bon, leur vie a été telle que en fait, elle se suffit à elle-même et c'est rythmé. Rimbaud, c'était un voyageur fou. Il s'embarquait, enfin on le découvre dans des aventures, mais sans le sou. Sur des bateaux, il montait comme ça, il savait pas où il allait finir. Oui. Verlaine, lui, de ce qu'on comprend, lui vouait un amour profond, sincère. Pour l'homme, mais pour son talent. Et pour son génie. talent aussi, une espèce de fascination pour clairement. son talent. C'est un album, si ça vous intéresse, à découvrir, parce que on découvre plein de facettes de ces poètes dont on n'entend que le grand travail, que les œuvres. Et en fait, c'était des hommes avant tout, et il y a une belle histoire d'amour. Non, il y a une histoire d'amour. Il y a une histoire d'amour. Voilà, exactement. Mais elle a été vécue à une époque, elle a été vécue comme ils ont pu. Ouais. Et Germain Nouveau, enfin moi Germain Nouveau je ne connaissais pas. Ouais. Et Bollée il nous fait découvrir un poète
on le Alors, comprend à la fin d'ailleurs. Je trouve pourquoi que son il travail est très trop peu mis en avant, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune référence. Mais justement, il à- explique à la fin pourquoi. Pourquoi il n'y a pas de. Il n'a pas j'ai- jusqu'au il a bout. pas lu. Comme Ah d'hab. mais ça, il y a une fin. On sait pourquoi en fait il est méconnu ce poète-là, parce qu'en fait il a Oui. été très très peu publié. On n'en dira pas davantage. Oui, parce que non, Voilà. je sais pourquoi, mais Ouais. Mais c'est il y a la pas raison de pour la. référence de titre. Non, un ben de non, ses- non, non, un non. de ses On sait recueils, on sait qu'il existait, qu'il avait un talent fou lui aussi. Il a publié quelques poèmes qui sont connus, seulement de ceux qui sont initiés, hein, ceux qui aiment la poésie, etc. Mais Rimbaud et Verlaine ont tellement écrasé de leur talent une époque et un art que ceux qui ont circulé autour d'eux, qui les ont connus, qui vivaient du même art, ont pas pu avoir la lumière sur eux. Une œuvre absolument incroyable. Et je me permets vraiment d'insister sur le côté graphique de la BD, qui est vraiment dingue, hein, j'insiste, parce que c'est impressionnant ce côté chromatique, les 3 couleurs différentes, le découpage, suffit de le feuilleter pour s'en rendre compte, c'est une vraie réussite, c'est impressionnant. Ouais. Moi j'ai trouvé ça d'une richesse incroyable, et c'est un très très gros coup de cœur de mon côté aussi. Ouais. Mais merci les gars, c'était les 3 coups de cœur qui ont marqué, en tout cas pour nous, cette année ultime 2023. Mais on avait envie de faire durer le plaisir en parlant de 2 autres œuvres chacun. On peut le dire. Allez, on va aller pousser jusqu'au top 5. Max, je sais que On aurait dû appeler l'émission le top 5 Ouais. hein, au final. on le savait dès le départ. On Ouais. fait du teasing, mais en fait, on se dévoie C'est vrai. totalement. Allez Max, t'as deux autres titres, tu peux aller sur les 2 titres directement. Directement Ouais, allez, tu voulais parler de quoi? Alors je voulais parler tout d'abord. Il va sur Google, il est en train de chercher. Non, arrête, c'est pas vrai. Si, c'est vrai. Non, d'abord de Fleur de lait. Ah oui. Fleur de lait, c'est une œuvre qui s'est hissée dans le top 5 parce que je suis resté sur ma théorie, hein, j'insiste. Je suis relou avec ça. Mais c'est une œuvre qui m'a marqué, c'est une œuvre à laquelle je pense encore. Je sais que toi, tu l'as lu aussi récemment, Oui, un peu tout à comme fait. L'homme gêné, Oui. le même week-end. Hein. Exactement. Mais qui t'a moins plu. Moins plus. Et Mais, ça- mais tu sais pourquoi. Et je sais pourquoi moi ça t'a plu aussi. Et je sais que c'est une œuvre que je mets dans le top 5, mais qui divise. Mais alors, les 3 premiers, c'est du pipi de chat à côté. Celle-là, je comprends pourquoi. Elle est perturbe. Elle est perturbante. Dans le sens, pas comme sur Suburban Hell. Non, hein, rien à voir. Non, rien ouais, à voir, clairement pas. Dans un autre aspect plus psychologique, plus dans la nature humaine, un peu perverse, on va dire. Bon, je reviens à la base. C'est de Miguel Villa, un auteur italien. C'est sorti en mars dernier chez Presque Lune. Donc ça raconte l'histoire de Marco et Stella, un jeune couple qui sont... alors pas dans la précarité, mais qui se cherchent dans la société, ce qui amène Stella à prendre un job de babysitteuse chez une dame qui s'appelle Ludovica. Et alors Stella, de son premier retour à son petit copain Marco, parle beaucoup de Ludovica comme une femme laide, repoussante, elle a des boutons, enfin effectivement elle est sur la couverture, ça donne le ton. Oui. Sauf que Marco, un jour, presque pour constater les faits, se rend chez elle et finit par remplacer sa copine pour un babysitting. Et comment dire ? En fait, Marco, et comment elle s'appelle l'héroïne déjà ? Ludovica. Et enfin, Marco et sa petite amie. Ah, sa copine Stella. Stella. Ils ont des problèmes sexuels. En fait, Marco. Oui, Marco. Et c'est ça qui marque en fait la relation. Oui. C'est leur problème à avoir des rapports tous les deux. De base, ouais. Il a une libido en baisse et ouais. Il est inspiré plus par le porno que par la réalité. Exactement. Et il va découvrir chez Ludovica des aspects qu'il attendait en fait. Oui. Et notamment. Alors vas-y. C'est vrai que c'est touchy comme ça là. D'un coup, je suis mal à l'aise. Les tchouches. Voilà, des gros seins et des pertes de lait puisqu'elle vient d'avoir un enfant. Ouais. Et c'est une espèce de fantasme qui l'attire. Alors, il a aussi perdu sa mère très jeune, c'est précisé, etc. Oui. C'est secondaire même. Je ne suis pas spécialement fan ouais. des théories freudiennes, mais oui. ça peut peut-être s'expliquer. Et il va être fasciné par cette femme Ludovica, femme célibataire.
S'ensuit je dirais presque un triangle amoureux. Je spoile pas, hein, c'est le principe de l'album. Hein. Oui. Mais ce qui m'intéresse dans cet album, c'est à la fois ses relations humaines, beaucoup son découpage. Ah Moi, ouais, je le trouve graphisme, qu'il a un- le découpage. je Ouais, le trouve découpage est qu'il- intéressant. Je trouve qu'il a Je suis un d'accord. découpage Ouais, ouais. révolutionnaire. Oui, le découpage truc est génial. Que j'ai rarement vu, millimétré, des petites cases, des grandes cases, ça se superpose, ça défile. Il a un don pour le découpage et en plus il lui donne un sens. C'est souvent très pertinent. Et voilà, c'est cette caractérisation, moi, de personnages. Le découpage est incroyable. C'est des personnages à la fois attachants, ils ont des qualités, mais comme dans Padovaland, son précédent, ils ont surtout des défauts. Et c'est ça qui les rend attachants. Ils ont des caractéristiques humaines, mais parfois qu'on retrouve très peu, hein, des trucs un peu bizarres, hein, même. Mais c'est des gens paumés, souvent. Alors oui, clairement, c'est des gens paumés, avec un graphisme où il colle au visage, il fait des zooms sur des trucs, sur des bouches purulentes, avec des morceaux vivants de coincés dans les dents, etc. Enfin, voilà, il appuie sur ce côté, et donc ça donne un côté trash au graphisme, donc à la réalité. Hein, juste en dépeignant la réalité. Ouais, c'est ça. Mais il met l'accent, ben voilà. Typiquement, dans ces personnages et leur caractérisation et dans le dessin, il met l'accent sur des choses qui nous perturbent, qui nous paraissent anormales. Et en même temps, c'est des gens qu'on pourrait côtoyer au quotidien. Ouais, je trouve qu'il y a un petit peu comme une critique un petit peu acide de notre société, de cette génération ça fait très boomer en disant ça, mais... Ok, boomer. mais je trouve qu'il met le doigt... J'ai pas envie de spoiler, mais... Oui, il y a des réseaux... Ouais, il joue sur l'impact qu'ont toutes ces technologies maintenant sur notre quotidien, les dérives, etc. En plus de ça, il est ancré dans notre réalité. Ça en fait des portraits d'une véracité folle, quoi. Oui. Moi, j'étais mis mal à l'aise par le dessin. Et ben ouais, puis au final, même par son propos, hein, j'ai beaucoup aimé. Mais tiens, on parlait de Suburban Hell qui est très violent graphiquement. Ça m'a dérangé, mais bon, pas plus que ça vu que j'ai quand même l'habitude. Mais là, tu vois, le côté réaliste, malsain, m'a beaucoup plus perturbé. Et comme tu l'as dit, ça pourrait être tes voisins. Et puis tout ce qui est lié, alors je sais pas si c'est le fait d'être papa maintenant, mais tout ce qui a trait autour de la maternité. Avec ce titre-là, moi je m'attendais à quelque chose de bienveillant. Tu sais, cette couve un peu rose, et en fait, pas du tout. Mais je comprends clairement, vu tes goûts, que ça t'ait plu, que ce soit une BD qui t'ait autant parlé. Je suis pas du tout surpris. Je suis un pervos aussi. T'es con, putain. Mais je maintiens, c'est un très bon choix, ouais. Donc c'était Fleur de lait, c'est aux éditions Presque Lune, et c'est de Miguel Villa. Donc ça, c'était ton 4e titre, et donc le dernier titre, s'il te plaît, Max. C'est 2001 Night Stories. C'est chez Glénat, et c'est de Yukinobu Oshino. Exactement. Très bel accent, mais t'es bilingue toi aussi. J'ai pas mis. Eh ben alors ça, c'est un méga gros titre que tu veux nous présenter, parce que ça, c'est une SF de fou. C'est une SF. C'est une réédition d'un coffret. Alors c'est toi qui m'en as parlé, Fred. C'est ça. Alors j'ai plus l'année exacte, mais c'était sorti dans un coffret à un prix exorbitant et en très très peu d'exemplaires. Donc je m'étais un petit peu assis dessus à l'époque. Donc c'est très bien qu'il l'ait ressorti dans une édition tout aussi luxueuse, mais beaucoup plus abordable. Ouais. C'est une œuvre... Alors moi, personnellement, je suis pas de base super fan de SF, mais j'ai trouvé ça colossal. Vraiment, c'est de la hard SF. Alors hyper pointu. C'est pointu en SF, pas spécialement en science, en maths, en machin. C'est pas très compliqué, mais je veux dire, il repousse les limites du possible humain dans les technologies, dans l'espace, dans les contrées de l'espace, exactement, de manière fascinante. Alors c'est 2001, hein, c'est inspiré de l'Odyssée de 2001 de Stanley Kubrick. C'est une suite, alors apparemment c'est ce qui se dit, mais c'est une suite spirituelle. Et le concept de la BD,
Alors il faut la voir aussi un peu comme Suburbanel au point de départ parce que ça peut perturber quand on commence. Tout est lié. En le lisant, alors moi j'étais un peu paumé, j'avais l'impression que c'était une succession d'histoires courtes. Sauf qu'en fait, au fur et à mesure, on comprend que tout est lié. Tout est lié par la science et l'évolution technologique de l'homme sur la conquête spatiale. Alors comme ça paraît ultra pédant, c'est compliqué, machin, mais en fait, on est guidé, on est pris un peu par la main dans l'œuvre. Et donc, dans chaque histoire courte, on réalise que l'homme effectue une nouvelle évolution. Ça part de satellites autour de la planète. Ils réalisent qu'ils peuvent accélérer certains vaisseaux grâce à tel combustible. Et ensuite, grâce à cette évolution, ils vont découvrir une planète qui a des ressources particulières qui peuvent servir à l'évolution de tel réacteur, etc., etc. Et ça grossit, ça prend de l'ampleur. Et donc l'homme va construire toujours plus et va toujours plus loin dans l'espace jusqu'à atteindre des contrées très lointaines. C'est un grand format. C'est un grand format. C'est un manga, mais c'est un très grand format. Ouais. Couverture magnifique. Couverture rigide. Alors, c'est en 2 tomes complets. Ils coûtent chacun 32 €, mais pour le format, pour la pagination, pour le temps de lecture, pour la qualité graphique, le dessin, ça date date des années 80. J'étais sur le cul, c'est magnifique. Et c'est un dessin qui peut parler tant aux fans de manga qu'aux fans de BD. Ouais. Moi je pensais que c'était que c'était sorti ces dernières années. Ouais. Le dessin est incroyable. Et il y a des planches où il prend le temps et il détaille. C'est des œuvres d'art, c'est magnifique. Et on le dit, tu l'as dit Fred, c'est une œuvre passerelle qu'on peut lire à la fois en manga, mais pour les fans de BD également. Même de BD, c'est même dans son découpage d'ailleurs, on en parlait tout à l'heure. Exactement. Pour moi, c'est même plus de la BD que du manga. Le sens de lecture, il est japonais, mais alors le découpage est très BD. Bah oui, absolument. C'est très. Alors sans être figé, c'est très classique, on va dire, voilà, pour résumer. Mais ouais, pour moi c'est une œuvre complète. Je suis moins porté par le concept du pouvoir de la hantise. Alors c'est une lecture encore récente, mais c'est une œuvre très complète, c'est une œuvre intelligente. Le gars, l'auteur, c'est Yukinobu Oshino. Je sais pas comment il a conceptualisé tout ça, mais c'est une tronche, le gars, c'est un truc de fou. Et c'est une super œuvre, voilà. C'est tout ce que j'ai à dire, complète en 2 tomes, hyper satisfaisante, et on avance comme ça dans la conquête spatiale, C'est marrant parce qu'il n'y a pas de fantastique, mais on repousse les limites du possible, voilà, jusqu'au bout. C'est une œuvre jusqu'au boutiste. Et c'est un auteur qui a un parti pris très scientifique dans le développement de ses ouvrages qu'on retrouve dans les précédents. Alors j'ai pas tout lu, mais je pense notamment à Blue Hole ou plus récemment à Rain Man. Et j'espère avec la ressortie de 2001 qui a l'air plutôt bien fonctionner, en tout cas chez nous il se vend très bien, ce serait cool que ça pousse les gens à s'intéresser à cet auteur qui est vraiment incroyable, beaucoup trop méconnu selon moi. Merci Max pour ton top 5 donc. Fredo, t'as 2 titres à nous présenter encore. Non, tu veux parler ? Non, tu veux pas ? Allez, alors je parle les miens. C'est fini, merci, bonne soirée. Ciao. Mais ouais, si, j'avais une liste assez conséquente qui était dure de choisir. Donc je vais vous parler de Designs de Taisuke Igarashi. J'avais déjà parlé de cet auteur lors du podcast sur les voyages et vacances avec les enfants de la mer. Donc là, c'est un titre qui est radicalement différent, avec on pourrait qualifier ça de science-fiction, une espèce de SF un petit peu SF consciente, je sais pas trop comment le qualifier. Donc c'est l'histoire de Humanized Animals, donc c'est des croisements hybrides entre des humains et des animaux, donc dotés de capacités un petit peu hors normes, et ils sont utilisés essentiellement à des buts militaires. Donc on les envoie sur les champs de bataille pour régler vite fait, bien fait les conflits, mais on va vite comprendre en fait que la survie de l'humanité va dépendre de ses curiosités génétiques. Et donc comme vous avez pu le constater, le pitch est nébuleux,
Et c'est vrai que le manga l'est tout autant dans son déroulement. Et Daisuke Igarashi a une narration qui est très lente, il prend le temps pour poser... Placer un univers. Oui, ouais. voilà, exactement. Ouais. Mais c'est pas négatif pour autant, hein, justement, je trouve que c'est une réelle qualité. C'est un ouvrage qui est très très intéressant. Alors j'oublie de le préciser, c'est une série qui sera terminée en 5 tomes et qui sort aux éditions Noévé Graphics. Donc là, il y a 3 tomes de sortie actuellement. Et au fil de la lecture, on se rend très vite compte que Daisuke Igarashi fait une vive critique de notre monde, de notre système. Alors à titre d'exemple, donc je sais plus si on le voit dans le tome 1, mais en tout cas dans le tome 2, c'est sûr, il fait beaucoup de clins d'œil et de références à certaines entreprises qui fleurissent dans notre quotidien. Donc je pense notamment à la firme Monsanto, qui est renommé Absolument, oui, Sanmonto tout à fait. dans le manga, voilà, donc c'est depuis le tome 1 alors, voilà. Et tout ça contribue à conférer au manga un côté troublant de vérité, qui fait beaucoup réfléchir, et puis encore une fois, j'en ai pas encore parlé, mais on est sur un dessin totalement atypique, hein. Daisuke Igarashi a un trait qui est très imparfait, tu sais, cette ligne un petit peu tremblante, donc on a parfois droit à des doubles pages très cruelles lorsque les Humanized Animals se dévorent entre eux, et parfois beaucoup plus contemplatives. C'est vraiment, voilà, moi un dessin qui me parle, qui sert encore une fois le propos. Par contre, je tiens à le préciser, c'est une œuvre qui est assez complexe, alors j'ai pas honte de le dire, là, quand il est sorti, j'étais obligé de le lire une seconde fois, Ah, je comprends. Ouais. pour vraiment comprendre les tenants et les Vraiment te aboutissants. l'approprier, t'as C'est dû, un récit, voilà, ouais. faut pas le lire quand on est fatigué, faut vraiment être concentré, posé, pour ne pas passer à côté de certains détails scénaristiques. Donc voilà, j'ai qu'une hâte, c'est découvrir la suite au plus vite. Et je vous invite vivement à découvrir cette série, d'autant plus si vous êtes fan, bien évidemment, du travail de Daisuke Igarashi. Tu conseilles à un public adulte, enfin adulte non, même pas, 15-16 ans en fait. Ouais, voilà, très bien, très bien, ouais. Et le 5e titre alors? Et le 5e, alors ça a été une méga surprise, vraiment un titre totalement inattendu. Ça s'appelle Le Roi des Limbes, ça sort aux éditions du Lézard Noir, et c'est écrit et dessiné par Ai Tanaka. Et important de le préciser, ça sort dans un format poche, comme Golden Gold dont Anne a parlé dans l'épisode précédent. Donc il y a 2 volumes sortis à ce jour, et là on est clairement dans un thriller d'anticipation, enfin entre le thriller et la SF. Et c'est un titre qui m'a beaucoup fait penser à un film de Christopher Nolan qui est Inception, que j'aime énormément. J'avais pensé moi à The Cell. Ah oui, carrément, avec Jennifer Lopez. Absolument, tout à Ah fait. yes, très bon film, ouais. Un petit peu sous-estimé, je trouve. Alors, donc, pour le pitch, Le Roi des Limbes se passe en 2086, donc 8 ans après la fin d'une pandémie meurtrière, donc qui plongeait les gens dans un sommeil mortel. Alors, par contre, je tiens à le préciser, hein, ça s'est passé. Le manga a été écrit bien avant la pandémie que le monde entier a connue en suivant. Et donc, on suit donc Adam, qui est un soldat de l'US Navy qui se voit confier une mission top secrète, qui est de faire face à la recrudescence d'une terrible maladie que l'on croyait éradiquer. Donc en fait, il y a un nouveau variant qui arrive, et il va devoir faire équipe avec Rune, donc qui est surnommé le Roi des Limbes. Il a la capacité de s'introduire dans les rêves des patients malades, et c'est lui qui avait éradiqué donc le premier variant, et qui va donc former ce binôme pour essayer de faire face à cette nouvelle maladie. Donc ça, c'est pour la petite histoire. Donc c'est dessiné donc par Ai Tanaka, donc je l'ai dit, une dessinatrice, donc qui a encore une fois, on y revient, ce petit trait hésitant, imparfait, un peu à la Daisuke Igarashi, mais qui m'a séduit dès le premier coup d'œil. Donc le tome 1 est vraiment un tome d'exposition, ça va crescendo, et puis dès le tome 2, voilà, là ça décolle, la locomotive est lancée. Je parlais de grosses surprises au départ, parce qu'en fait j'étais pas là le jour où ce titre avait été précommandé. Donc je suis passé totalement à côté, donc ça a vraiment été une grosse baffe en pleine gueule. Je ne m'y attendais vraiment pas, et ça rend le manga d'autant plus savoureux. Donc plus concrètement, voilà, on est sur une œuvre énigmatique, hein, on n'aura pas toutes les réponses dès le départ. On sent que les personnages semblent cachés de lourds secrets qu'on a hâte de découvrir au fil des tomes. Donc si vous êtes vraiment fan de thriller, d'anticipation, Inception, The Cell, vraiment foncez. Par contre, surtout, ne vous arrêtez vraiment pas à la couve. C'est vrai que, alors autant le premier tome ça va, la couve du tome 2 est très boys love. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, dans le magazine Atom, donc c'est une revue qui sort dans la presse et en librairie sur tout ce qui est lié au manga. Alors je sais plus si c'est Fausto Fasulo qui faisait l'interview, qu'importe, en fait il demandait si l'autrice souhaitait installer une sorte de tension érotique, enfin donner un petit côté boys love à son manga.
Et en fait, l'autrice a dit que pas du tout, en fait. Ça n'a rien à voir. Effectivement, quand on lit le manga, ça n'a pas lieu d'être. Donc vraiment, vous arrêtez pas à la couverture, surtout du tome 2, et le tome 3, c'est encore pire. Vraiment, voilà, Le Roi des Lames, c'est c'est beaucoup plus qu'il n'y paraît. C'est une œuvre qui est incroyable et que j'invite tout le monde à lire et que je considère qui est vraiment sa place dans ce top. Oh, merci Fred. Et toi alors Laurent, ton top 4 et 5? Je vais parler moi de Ceux qui me touchent chez Bambou de Damien Marie et Laurent Bonneau. Et ils avaient fait avant Ceux qui me restent, une œuvre fantastique qui parlait de la maladie d'Alzheimer. Là, il s'agit de tout autre chose, avec pourtant avec limite la même charte graphique. On a l'impression quand on voit les deux livres côte à côte, ils ont absolument rien à voir. Je tiens à le dire. Deux tomes, Ouais, un tome 1 et un tome 2, absolument. En fait, pas du tout. Hein. C'est 2 one shot. En tout cas, là, je parle moi de Ceux qui me touchent, avec un dessin fantastique, c'est avec une bichromie, hein. On est sur du jaune orangé tout au long de la BD, et un pitch que je trouve incroyable, en tout cas une histoire humaine géniale, profonde, intelligente, hyper touchante, avec un homme qui travaille, comme il le dit, dans un abattoir. Il travaille dans le sang et dans la merde du matin au soir, ça le mine. On imagine très bien ce que peut être le quotidien de ces hommes qui travaillent dans les abattoirs, hein, qui doivent abattre des animaux tout au long de la journée. Donc ça doit être extrêmement éprouvant, et on le sent que ça le mine. On le sent que le poids de ce fardeau là sur cet homme-là, qui rentre le soir chez lui, qui retrouve une vie familiale, une femme, une petite fille qui elle a envie de rire. Lui, il est miné par ce travail-là. Et le soir, cette petite fille, elle lui demande de raconter, elle demande à son père qu'il lui raconte une histoire. Il va lui raconter une histoire, je crois qu'il l'invente d'ailleurs cette histoire. Et le lendemain, quand il retourne au travail, dans son quotidien en tout cas, il va voir des choses qu'il avait racontées à sa fille la veille, et il va interpréter ça comme des signes. Pour lui, peut-être le signe désormais de changer de métier. C'est peut-être le moment de passer à autre chose. Et il a, comme je l'ai dit, c'est un père de famille, donc il a le poids de la charge familiale, hein, de subvenir aux besoins de la famille. Il donc veut changer de métier, démissionner. Il va le faire en sauvant un cochon de l'abattoir, donc il se retrouve au chômage avec un cochon sur les bras. Bon, autant dire que sa femme ne voit pas ça d'un très bon œil. C'est même le début d'une dispute. Je ne vous dirai pas ce qui va se passer par la suite. C'est une superbe œuvre. Voilà, c'est vraiment un très très beau récit que cet homme qui veut changer de métier dans un monde où changer de métier, démissionner du jour au lendemain et puis essayer de trouver autre chose est pas évident, forcément, on le sait. Il part sans formation, sans rien, il veut vraiment partir sur autre chose. Et puis alors, pour le coup, toute autre chose, il veut aller dans le monde de l'art. Il était jeune, étudiant, et il veut revenir à ses amours premiers, c'est-à-dire le monde de l'art. Et donc il y a aussi une critique de l'art, parce qu'après ça part très loin sur le monde de l'art. Avec ce cochon, il faut voir ce qu'il va en faire après. Voilà, c'est génial, c'est vraiment une œuvre à découvrir. D'ailleurs, les journalistes de l'ACBD l'ont sélectionné également pour un prix. J'espère qu'il obtiendra, mais il y a tellement d'œuvres en tout cas qu'ils ont sélectionné qu'il le mériterait aussi. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé ce titre-là, Ceux qui me touchent, chez Bambou. Et le dernier, j'en ai parlé tout à l'heure, vous l'avez évoqué, Je suis leur silence, chez Dargaud, de Jordi Lafèbre. Excellent. Voilà. Il est très 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 bien celui-là. Ouais, voilà, c'est un vrai coup de cœur à la librairie. Une BD qui fait du bien, tellement le personnage principal... elle souffre, en tout cas, oui, elle est névrosée, ça c'est certain. C'est une psychiatre qui va enquêter. Voilà, c'est le pitch, hein. C'est un polar avec une psychiatre qui est au centre de cette histoire. C'est elle qui va mener l'enquête. En tout cas, elle fait partie de l'intrigue. Elle est même fait partie des suspects. Et cette psychiatre doit suivre une thérapie elle-même auprès d'un autre psychiatre parce que elle a, comme je l'ai dit, elle est névrosée et on le comprend dès le départ. En fait, elle a des personnes elle a des visions, en tout cas. Je crois que il me semble que c'est sa grand-mère, sa mère et sa tante qui sont auprès d'elle tout le temps. Et donc elle doit cacher cette présence auprès des autres pour ne pas paraître folle.
Elle va être contactée par une de ses anciennes patientes qui lui demande de venir à un héritage, en tout cas la déclaration d'un héritage. Et c'est lors de dans une famille extrêmement aisée, on est en Espagne, qui vit dans le monde on est dans le milieu viticole. Viticole, ouais. Et il va y avoir un décès, il va y avoir un meurtre. Et bien sûr, une enquête derrière, elle va s'en mêler pleinement. C'est une femme absolument impertinente, comme je l'ai dit, elle est névrosée, elle est excentrique à souhait, elle est hyper pétillante, elle est féminine, elle est libre, elle est curieuse. Là, moi, je trouve, Jordi Lafèvre, il avait fait malgré tout avant une histoire d'amour qui était à rebours, qui était géniale. Et là, il invente, enfin en tout cas, il a créé avec ce personnage-là. J'aimerais la revoir à nouveau. J'allais dire exactement Mais moi la même aussi. chose. D'autres intrigues. C'est un personnage fascinant. Vraiment, pour le coup, je parlais dans La Voix des Bêtes, La Fin des Hommes, d'un personnage féminin intéressant. Celui-là aussi, il l'est tout autant. C'est un personnage féminin, comme tu dis, névrosé, etc., excentrique à souhait, mais justement dans le sens positif du terme. Oui, elle est pleine de vie. Et on a juste envie de la revoir dans une nouvelle enquête. Oui. C'est un Agatha Christie en fait. Ouais, absolument. C'est un Cluedo, c'est tout à fait. Et Fred un d'ailleurs, il avait. Whodunit. Alors pour ceux, j'en ai lu des Agatha Christie, mais pas suffisamment pour connaître la mécanique. Fred avait tout de suite trouvé le coupable, la responsable, en tout cas la meurtrière, le meurtrier. Peut-être pas trop le dire, on verra bien. Je sais pas si c'est il ou elle, mais on verra bien. Enfin, si je sais. Je vais pas trop en dévoiler. En tout cas, c'est pas vraiment l'intrigue qui est intéressant dans ce livre-là. C'est assez classique, c'est Agatha Christie, mais c'est vraiment le personnage principal. Il a créé là un personnage dingue, fou, qu'on a envie de revoir dans d'autres. Juste pour revenir sur ce que tu disais, dans la construction scénaristique, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, tout l'album se base sur une consultation psy. Oui. Et en Oui, fait, c'est à rebours. Oui. Les événements viennent juste de se passer. Oui. Elle débarque à son entretien, à sa consultation. Et en fait, elle lui raconte tout ce qui vient de se passer dans la semaine passée. Sauf qu'en fait, l'affaire est déjà résolue, etc. Et on apprend tout à la fin. C'est génial. Comme concept scénaristique, ça marche super bien. On s'accroche jusqu'au bout. On se dit, ah ouais, on va avoir la réponse, etc. C'est vraiment une super BD. Et pour en revenir à Eva, donc je te l'avais déjà dit, il y a une vraie prouesse d'écriture. Parce qu'en fait, tu y crois à ce personnage, elle semble tellement réelle. Dans la lecture, j'arrêtais pas de me dire, mais c'est sûr, elle a vécu tellement d'aventures, et je pense que c'est pour ça qu'on en est arrivé à cette conclusion, en se disant que ce serait tellement bien qu'il y ait d'autres volumes par la suite. Oui. Qu'il y ait une série à son nom, elle est impressionnante. Vraiment, c'est un très très gros coup de cœur pour ce personnage. Ouais, c'est un livre qu'on a beaucoup conseillé, qui marche très fort également. C'est un one-shot, vous l'avez compris. Un livre qui est facile à conseiller pour la fin d'année, un polar drôle, décalé, extrêmement bien dessiné. Hein. C'est Jordi Lafèvre, ceux qui connaissent malgré tout, vous voyez le graphisme de Jordi. Voilà, donc c'est un livre que vous pouvez offrir à n'importe qui en fin d'année. Voilà, c'était notre top 5. Si vous... Une page se ferme. Une page se ferme. Et on va passer aux Bashi News. Les Bashi News de décembre. Donc en BD, on démarre sur le 1er décembre avec la sortie de Lucky Luke, Les Indomptés, vue par Blutch, une série que j'estime très attendue. On enchaîne avec les 5 Terres, tome 12, de Lévelin et Le Reculé, prévu pour le 6 décembre, toujours chez Delcourt. On attend aussi Inexistence de Christophe Beck, le 6 décembre, chez Soleil. On vous en reparle juste après. En comics, alors j'ai regroupé en 3 séries, en 3 collections en fait, une ribambelle de titres Star Wars attendus. Ensuite, on enchaîne avec les Marvel Classics. Il y aura un Punisher, The Defenders et un super vilain team-up. Et le fameux Urban Limited avec 3 titres, Toutes les morts de Layla Starr, V pour Vendetta et Amère Victoire, un Batman. En manga, on attend Boko Stratège tome 5 prévu pour le 1er décembre chez Vega.
Evol tome 4 d'Atsushi Kaneko le 6 décembre chez Delcourt. Les 100 contes mortels tome 2 chez Akata le 7 décembre. Et Radiant tome 18 de Tony Valente, sorti le 8 décembre chez Ankama. Merci Max donc pour les Bashi News. Et bien maintenant c'est le tour de Fred pour l'actu Bashi. Alors, les Actu Bashi. Donc, le 9 décembre, nous avons le plaisir de recevoir Christophe Beck pour la sortie d'Inexistante, un one-shot qui paraît chez Soleil. Emmanuel Despujol sera également présent pour son adaptation du roman d'Agatha Christie, La mort n'est pas une fin, qui est paru chez Paquet. Le 13 décembre, 2 autrices jeunesse nous feront le plaisir de dédicacer leurs albums. My Night Toys pour Le Loup en slip tome 8 et Gaël Perret pour Petite Mère Vasca, paru chez Poids Plume et illustré par Book. Le 16 décembre, Léonard Cheminot viendra dédicacer son dernier livre qui paraît chez Rue de Sèvres et qui s'intitule La Brute et le Divin. L'auteur des Vikings dans la brume au hasard sera également présent pour dédicacer le tome 2 paru chez Dargaud, mais aussi 13 batailles paru aux éditions Passé Composé. Ces dédicaces vous permettront d'offrir un cadeau original et personnalisé pour les fêtes de fin d'année. Pensez à contacter les librairies Bashi Bouzouk pour vous inscrire. Vous avez le choix. Mail, téléphone, réseaux sociaux ou directement en librairie. Merci Fred, merci Max pour ces Bashi News et Bashi Actu. C'était les coups de cœur 2023 des libraires, mais vous l'avez compris, nous avons d'autres très belles choses en librairie que nous n'avons pu, malheureusement par manque de temps, vous présenter aussi. Pousser les portes des librairies Bashi Bouzouk et Bashi Bouzouk Manga pour que les libraires vous aident dans vos choix. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter et nous faire des retours. Merci donc aussi, c'est avec un énorme plaisir que nous vous retrouvons en janvier prochain. En attendant, nous vous souhaitons à tous de passer de très bonnes fêtes de fin d'année. Bye. Bonne fête, ciao.